Bien, donc aujourd'hui, nous allons aborder la création de familles paramétriques dans Revit et on va s'intéresser, on va dire, à la partie basique de ces créations de familles. Alors, pour rappel, en fait, dès qu'on a ouvert l'application Revit, donc là, ici, nous sommes en Revit 2025, eh bien, vous avez deux possibilités. Soit on utilise la partie modèle, création des modèles dans Revit, donc ça, c'est tout ce qui est projet. Que vous allez créer dans Revit, hein. Les projets, par exemple, ceux que j'ai créés, ils sont là. Et puis, vous avez tout l'environnement de création de famille qui pourront derrière être utilisés dans un projet Revit. Ces familles, on va les regrouper en fait ici dans votre vue de présentation. Donc ici, moi, ce que je vais utiliser pour ce tutoriel, on va utiliser la fonction créer, ici. Et puis, derrière, vous avez donc une fenêtre qui s'ouvre avec la différente sélection des gabarits. Des fichiers de gabarits qui sont prédéfinis dans Revit. Donc, ça, ce sont, en fait, des gabarits qui vont vous être utilisés, qui vont vous être utiles pour, créer des familles bien spécifiques. Alors, si vous avez aucune idée de la famille dont vous allez créer, eh bien, je vous conseille d'utiliser les gabarits modèles génériques. Et là, vous avez toute une déclinaison de gabarits et cette déclinaison vient faire appel, en fait, à la façon dont vous allez placer votre famille. Je pense, je sais pas moi, si vous devez créer un luminaire, bah, le luminaire, si vous êtes sûr que ce luminaire sera placé et intégré dans les plafonds, bah, vous utilisez cette partie-là. Si vous ne savez pas comment il va être intégré, si c'est au mur, au plafond, au sol, et cetera, vous pouvez utiliser le gabarit générique par face. Et en fait, là, dans ce gabarit, vient être simulé en fait le support qui va servir d'hôte plus tard dans votre projet Revit. Donc nous, j'ai pas de définition particulière par rapport à cette famille que l'on va créer et on va utiliser tout simplement un gabarit générique métrique tout simple. Donc là, je l'ouvre. Et j'arrive dans l'environnement de la partie Revit Family, donc Revit Famille, on va utiliser. Alors, ici, moi, j'ai besoin de créer des références qui vont me permettre d'avoir un accrochage sur nos familles. Alors, ici, j'en ai déjà une, hein, j'ai déjà deux références, une référence verticale, une référence horizontale. Je prends cette référence, cette ligne de référence, et en fait, je vais la dupliquer. Je vais utiliser la fonction choisir des lignes pour créer en fait un décalage. Je vais créer un décalage de 1000 millimètres que je vais placer à droite et à gauche de mon axe. Je vais également faire la même chose au niveau vertical, donc en haut et en bas. Alors pour placer hein, cette ligne, eh bien, si j'approche tout simplement ma flèche d'un axe, eh bien, je vois sur le côté gauche, hein, regardez, hop, je vois le côté gauche la proposition de traçage. Pareil, hein, pour le côté droit, je me rapproche du côté droit de mon axe et on a le tracé qui se fait automatiquement. Ici, on a en fait maintenant des axes de référence qui vont nous permettre d'avoir un accrochage sur la famille que l'on va créer en fait, tout simplement. Donc ici, je vais utiliser la fonction cote alignée et je vais créer en fait une contrainte. Donc je clique à chaque fois sur mes axes verticales, oui, tout à fait. Donc là, j'appose ma cote. Et ici, avec la fonction équidistant, si je clique dessus, en fait, je vais créer une contrainte d'équidistance entre les cotes qui sont de là à là et de là à là. Alors, si je fais échappe sur mon clavier, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, si j'étire ma cote, hein, je vois bien que la fonction équidistante fait que l'autre cote va avoir exactement la même distance. Donc ça, c'est une contrainte intéressante. Je vais faire la même chose avec la partie horizontale. Donc je clique sur la fonction équidistant. Et maintenant, je vais créer une cote globale donc de largeur qui sera forcément de 2000 millimètres. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que j'ai fait un décalage de 1000 à gauche, 1000 à droite. Pareil au niveau vertical. Voilà, échappe. Et maintenant, je clique sur ma cote et je vais lui rajouter, et je vais créer un paramètre ici, qui, dans un premier cas, va être le paramètre de longueur.
Alors, dans ce paramètre de longueur, comme j'ai cliqué sur ma cote, il est regroupé dans les paramètres de cote. Et je vais utiliser la fonction occurrence. Alors ça, on reverra ça un petit peu, je l'expliquerai un petit peu quand on fera on va insérer en fait notre famille Revit que l'on viendra de créer dans un projet Revit. Vous verrez la différence entre, je vais vous expliquer la différence entre type et occurrence. Voilà. Je vais faire la même chose avec, bien évidemment, vous avez compris, hein, donc code de longueur, je vais avoir ici donc une cote de largeur. Voilà. Je la place en occurrence, ok. Alors maintenant, je vais me placer. Alors ici, comme dans un projet Revit, hein, vous avez différentes vues avec la vue de plan d'étage, donc la vue du dessus, la vue de plafond, une vue 3D et les vues droite, gauche, haut et bas. Alors, enfin, c'est vue de devant, vue de derrière. Donc là, justement, c'est ce qui m'intéresse. Je vais aller sur la vue avant. Et sur la vue avant, en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais également recopier mon trait de référence et je vais lui créer pareil, je vais toujours garder cette cote de 1000 mm et je vais créer un décalage de 1000. Voilà. Donc, je vais utiliser la fonction cote alignée pour pouvoir, en fait, voilà, apposer ma cote et faire comme les cotes de tout à l'heure. Donc, je viens cliquer sur ma cote et ici, encore comme tout à l'heure, je viens créer un paramètre et je vais utiliser le paramètre que vous avez, j'imagine, deviné, la hauteur. Donc ici, on aura tout simplement la cote de hauteur de notre famille. Et puis ici, on aura les cotes de largeur, de longueur et de largeur de notre famille. Maintenant, on va passer à la création de la famille à proprement dit. Donc là, on va dans l'onglet Créer tout en haut à gauche et on va utiliser la fonction extrusion. Alors ça fait appel à tout ce qui est, je dirais presque productique mécanique. Hein, ici, on va utiliser cette fonction extrusion. Alors, hop, je ne vais pas prendre cette fonction de trait. Je vais directement prendre la fonction rectangle. Et en fait, je viens sélectionner les bords de ce que j'ai utilisé comme trait de référence. Je clique. Et là, je m'aperçois ici qu'une fois que j'ai cliqué, j'ai des petits cadenas que je vais venir verrouiller sur mes traits d'axe de façon à accrocher mon trait sur l'élément, en fait, ma ligne de référence. Une fois que c'est fait, je fais valider. Alors, je ne voulais pas expliquer, mais sur le côté, ici, j'ai la possibilité de choisir la hauteur d'extrusion ou la profondeur d'extrusion. Donc là, pour l'instant, j'y touche pas. Je vais aller donc dans ma vue avant pour justement utiliser cette extrusion, hein, et je viens étirer cette extrusion avec la flèche qui est ici, hein, d'accord. Je viens utiliser la flèche pour caler en fait mon extrusion, la hauteur de mon extrusion sur la hauteur définie par rapport à ce que j'ai créé tout à l'heure comme ligne de référence et je viens accrocher cet élément. Je vais faire de même avec la référence du bas, c'est-à-dire la référence 0. Donc ici, je viens sortir de cette référence et je la ramène au bon endroit et je viens verrouiller. Voilà, donc là, j'ai tout simplement créé un simple pavé. Si je regarde en vue 3D, ce que ça donne, d'accord, je viens ici définir voilà, des choses un petit peu plus nettes. Voilà, j'ai tout simplement voilà, un pavé. Alors, ce que je peux faire également, c'est tout simplement ajouter une contrainte de matière. Alors pour ça, je viens cliquer sur ici mon pavé et j'ai la possibilité ici de définir en fait un matériau. Donc là, je clique dessus. Allez, hop, voilà. Comme ça, j'ai le navigateur de matériaux de Revit qui s'ouvre. Et ici, je peux tout simplement créer un matériau. Dans l'identité, je vais lui dire que c'est un pavé bois, par exemple. Voilà, j'ai envie que ce soit voilà, un pavé en bois. Et donc là, ici, j'ai créé mon matériau, pardon, et je viens dans le sélecteur, dans le navigateur de ressources Revit, et je vais lui dire tout simplement, là, je veux du bois. Donc là, j'ai tout un tas de choses qui peuvent être intéressantes dans Revit, c'est-à-dire que là, j'ai la possibilité d'avoir tout simplement
différents éléments. Donc, par exemple, en termes de bois, je peux avoir de l'acajou. Et là, si je regarde bien au niveau acajou, je peux avoir l'apparence, le côté les contraintes physiques et les contraintes thermiques de ce matériau. Donc ça, c'est des choses qui sont définies dans la base de données Revit. Donc là, ici, bah, qu'est-ce que je vais faire? Bah, tout simplement, je vais double-cliquer sur l'apparence de l'acajou. D'accord. Je vais aller faire je vais continuer ma recherche. J'ai l'apparence de l'acajou. Je vais mettre le côté physique de l'acajou, donc les contraintes physiques liées à la matière et les contraintes thermiques de cette matière. Voilà. Et là, à ce moment-là, dans ma fiche identité, alors que je peux remplir, je peux créer quel est le type de fabricant, le type de modèle, le coût, le lien Internet de ma matière, enfin, lié à cette référence que j'aurais choisie par rapport à une définition côté fabricant. J'ai l'apparence, le côté graphisme. Donc là, on va utiliser ça, mais d'abord, je vais vous présenter voilà l'apparence de notre matière. Et puis au niveau graphique, je vais lui demander d'utiliser le rendu, d'utiliser l'apparence du rendu. Je vais avoir les contraintes physiques de mon élément, d'accord, avec bien évidemment dans sa base de données les contraintes thermiques de base de la matière du bois qui avec une typologie voilà la partie acajou et les contraintes physiques avec sa densité en kilogrammes par mètre cube, etc., etc. Donc là, je vais faire OK et à ce moment-là, hop là, il n'a pas dû le prendre, hop, clac. Voilà, ça c'est bon. Donc là, j'ai mon pavé bois avec son définition, bien évidemment, attention au nombré. Si je le mets en réaliste, alors ça va mouliner, voilà, un petit peu. Hop, et donc là, j'ai la vue réaliste de mon pavé bois, voilà, que l'on vient de créer. Alors maintenant, qu'est-ce que ça donne dans un projet Revit? Eh bien, on va créer tout simplement un projet de type architectural, hein, c'est pas la peine d'aller bien loin. Et puis ici, on va aller charger tout simplement notre pavé droit, d'accord, dans le projet qu'on vient de créer. Donc là, tout simplement, j'utilise la fonction charger dans le projet. Hop, je le charge. Et là, au bout de ma souris, vous voyez, hein, j'ai ma famille, alors que je n'ai pas enregistré sous pavé, hein, mais que j'aurais pu le faire, bien évidemment. Et si je clique dessus, eh bien, vous voyez, regardez, je peux en mettre autant que je veux à l'intérieur de mon projet. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit que j'allais vous expliquer la différence entre occurrence et type. Alors, je reviens un petit peu sur ma famille. Voilà, je reviens de l'autre côté. Ici, quand je crée en fait mon paramètre, d'accord, j'ai le choix entre type et occurrence. Alors, quelle est la vraie différence entre les deux? Eh bien, tout simplement, quand je passe dans la partie projet, si je viens cliquer sur mon élément et je viens ici dans la propriété du type d'élément, hein, on voit bien le type et occurrence là, dans ce que je viens de dire, eh bien je vais avoir des paramètres à l'intérieur que je vais pouvoir modifier, c'est-à-dire les paramètres de longueur, largeur et hauteur qui seront apparus ici dans les propriétés du type. Or ici, je m'aperçois qu'elles n'y sont pas. Tout simplement parce qu'elles sont liées aux propriétés directes de l'occurrence en elle-même. L'occurrence, c'est l'objet. Donc ici, je choisis de pouvoir modifier les cotes à tout moment de mon élément. Donc par exemple, celui-là, je veux qu'en termes de largeur, il fasse 5 mètres de large. Hop, et il va se mettre à 5 mètres. Si maintenant, celui-là, je veux que sa largeur, elle fasse 3 mètres avec une longueur de 1 mètre, voilà. Pareil pour lui, si je veux que la longueur fasse 10 mètres avec une hauteur de 0,5, voilà. Et en fait, si je me mets dans ma vue 3D de mon projet, je m'aperçois que à tout moment, je peux choisir et modifier chacun des éléments que je viens de créer, tout simplement. C'est là la différence entre type et occurrence. Si j'avais eu une propriété de type, donc c'est là que ça peut être intéressant de bien comprendre la différence entre les deux, c'est que si j'avais choisi une propriété de type, j'aurais ici été dans les propriétés du type, j'aurais changé les largeurs, les hauteurs, etc. parce que c'est des paramètres que je peux modifier à tout moment une fois que ma famille est importée. Et derrière, j'aurais modifié l'ensemble des éléments.
hein, et pas uniquement, un seul élément. Donc je rappelle, hein, occurrence, c'est un élément, une propriété de type, c'est le type même que j'ai créé qui vient être modifié. Donc auquel cas, si j'ai, je sais pas moi, une cinquantaine de pavés, bois que j'ai inclus dans mon projet, eh bien, je vais avoir, ces mêmes types, de pavés bois qui seront, automatiquement et d'un point de vue global modifiés. Voilà. Donc voilà, je vous ai présenté, comment travailler, voilà les présentations de base de la création d'une famille paramétrique.